Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois la papesse de la littérature jeunesse, celle avec qui beaucoup d'entre nous ont peut-être grandi, Suzy Morgenstern. Les deux moitiés de l'amitié, la sixième, premier amour, dernier amour, l'autographe, comment tomber amoureux sans tomber. Elle a rempli les bibliothèques des petits mais aussi des plus grands, notamment aujourd'hui puisqu'elle nous revient avec un livre sous forme d'autobiographie, Mes 18 exils. Dans ce livre, publié aux éditions de l'Iconoclaste, Suzy Morgenstern se livre comme elle sait si bien le faire et nous parle non sans quelques pointes d'humour de sa maternité, de la mort de son mari, de son arrivée en France depuis les États-Unis ou encore de la disparition de son ami Jill, qui lui vaudra même une petite larme au moment d'en parler dans notre entretien. Et avec Suzy Morgenstern, on a parlé de ce pays d'adoption qu'est la France, de son journal intime qu'elle écrit tous les jours et qui n'est pas si intime que ça, ou encore des raisons pour lesquelles elle a consacré son travail à la jeunesse. Bonne écoute. Bonjour Suzy Morgenstern. Bonjour Thomas Louis. Je suis content de vous voir, on profite de votre petit passage à Paris, enfin petit ou peut-être long d'ailleurs, je sais pas. Petit. Pour nous rencontrer autour Danse. Ouais. Pour nous rencontrer autour de vos grands exils, puisqu'ils constituent ce livre entier autour duquel on va un petit peu discuter. Alors posons les bases de ce livre avec son titre très accrocheur, Mes 18 exils. Pourquoi avoir décidé d'axer votre récit autour de cette notion d'exil ? Qu'est-ce qu'elle a d'important dans votre existence ? Je pense à moi comme une exilée permanente. Où que je sois, je serais restée en Amérique, j'aurais été une exilée. Il y a un mot en hébreu pour ceux qui n'habitent pas Israël, des Juifs qui n'habitent pas Israël, ça s'appelle la galoute, la diaspora. Et je me vois comme une galoutnik plutôt que... c'est mon identité. Mon identité, c'est une exilée. Et alors, cet exil, c'est un stage d'atelier d'écriture qui vous a motivé à les écrire, c'est ça ? C'était un stage, comment animer un atelier d'écriture. Okay. Et moi, j'anime beaucoup d'ateliers d'écriture. Tout le monde était étonné que je sois là. Mais j'aimais beaucoup l'animatrice Virginie Loup-Noni, qui est écrivain et qui est considérée comme vraiment celle qui anime le mieux. Et je voulais avoir son point de vue. Et ce qu'elle m'a appris, c'est que je n'étais pas apte, après 40 ans d'atelier d'écriture, je n'étais pas apte à animer des ateliers parce que j'ai vu une vraie, elle, qui est sa patience, son écoute. Au départ, elle nous a demandé pourquoi on veut animer des ateliers d'écriture. Ouais. Et moi, j'ai dit, j'anime des ateliers depuis très longtemps. Et j'adore ça parce que je peux écrire en même temps. Okay. Et elle a dit, ah non. Ça va pas du tout aller. Non. L'animateur ne peut pas écrire. L'animateur doit être auprès des participants. Alors, ça ne m'intéressait plus. Mais ça m'a changé la vie, ce stage. C'était vraiment très, très bon. Et la première activité qu'elle nous a donnée, c'était juste exil. Et moi, j'ai fait la liste de 28 exils. Ouais. Et à quel moment on en est à 18 aujourd'hui ? Mais les éditeurs d'Iconoclaste ont beaucoup travaillé avec moi. Contre moi, pour d'abord réduire les exils, complètement changer le format, le style, pas tellement le style, mais j'avais 6 fois 28 exils. Il y avait 6 cycles. D'abord une phrase, après un paragraphe, après une page, et pour chaque exil. Et elles m'ont dit que c'était pas lisible. Alors, j'ai sacrifié l'originalité du format pour la lisibilité, et puis elles avaient vraiment raison. Et on en est à 18 aujourd'hui.
Alors vous qui êtes si prolifique, vous qui faites que ça, qu'écrire, elle ne fait pas partie de vos exils, l'écriture. Pour quelle raison? Parce que c'est partout, tout le temps chez vous. C'est vraiment intéressant. J'ai eu beaucoup d'interviews, mais personne ne m'a jamais dit ça. Eh ben, je suis ravi. L'écriture, c'est l'exil par excellence. Eh ben, tant mieux. C'est vraiment une très bonne question. Peut-être parce que j'écris en ce moment un livre sur l'écriture. Un livre en rime, c'est ça? Non, ça c'est pas le livre en rime. Un livre qui, j'espère, va s'appeler Écrire, c'est respirer. Et il y a des pages et des pages de points qu'on nous demande de couvrir. On s'est adressé à plusieurs écrivains pour ça. Okay. Et peut-être j'ai pas mis l'écriture comme j'ai pas mis respirer. Ouais, c'est ça. Vous qui dites que vous êtes une nymphomane de l'écriture. Oui. Votre vocation d'écrivaine, elle est née dans votre famille? Cette famille, disons, non pas chaotique, mais bruyante? C'était certainement né dans la famille, contre encore la famille, parce que la seule façon pour moi de placer un mot, c'était de l'écrire. C'était tellement bruyante et tout le monde était tellement plus forte et agressive que moi qu'il fallait que je me réfugie dans quelque chose, et en l'occurrence l'écriture. Alors la France, c'est votre pays d'adoption, il y a beaucoup de choses que vous aimez, vous en faites la liste d'ailleurs dans le livre, mais parmi les choses que vous n'aimez pas, il y a un pan quand même capital dans un pays, c'est l'école. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas l'école française? Parce que il n'y a pas de fun. J'ai connu l'école américaine parce que bon, on allait à l'école dans la joie. On restait joyeusement à l'école. Ben vous disiez d'ailleurs, on n'a joyeusement rien appris. Ouais. Et il y a donc cette expression que vous dites dans le livre, have fun, que les parents disent aux enfants en Amérique, alors qu'en France, on dit travaille bien. C'est ça. Et c'est un peu représentatif finalement. Oui, have fun. Cette notion, puisqu'il n'y a même pas un mot, have fun, c'est peut-être l'expression la plus utilisée en Amérique. Même que ce soit maintenant, avec le recul et ayant vécu ici depuis 54 ans, je me dis que c'est peut-être pas le principal but de la vie. C'est ça le bonheur d'un exil, c'est qu'on voit les choses différemment et des autres points de vue. Je pense qu'un exil, c'est très positif. C'est le changement, c'est la transformation, c'est voir une autre façon de vivre. Mais en ce qui concerne l'école, je trouve que c'est trop négatif, il n'y a pas assez d'encouragement. Je sais que mes enfants revenaient de l'école. Comment ça s'est passé? Oh, le maître a dit qu'on était nuls. Mais c'est un crime. C'est terrible. Ça s'imprime dans la tête de dire à un enfant qu'il est nul. Ça reste toute la vie. Bien sûr, les souvenirs d'enfants sont souvent très forts. Alors, parmi les livres qui vous ont marqué, il y a le journal d'Anne Frank qui, vous le dites, vous a accompagné toute votre vie. Et vous dites qu'elle vit sur votre table de chevet. Pourquoi est-ce que ce livre a une telle importance? Et de manière plus générale, pourquoi un livre prend une telle importance dans une vie? Mais c'est affreux ce que je vais dire, mais je me sentais privée moi-même de la tragédie de la Shoah. Et donc je me nourris de livres de Primo Levi, de Etty Hillson, encore une Hollandaise qui a écrit un journal pendant la guerre. C'est ma façon de participer à quelque chose que j'ai loupé
personnellement dans ma chair. Et ce livre catalyse tout ça? Oui, je suis elle. Quand j'ai pris pour la première fois le livre à la bibliothèque, elle me ressemblait. Une brune, et je l'ai beaucoup aimée, je l'aime toujours, et le 4e de couverture, c'était écrit que Anne Frank est morte en mars 1945. Et moi, je suis née en mars 1945. Oui, vous y avez vu. Je suis convaincue que c'est le même jour, mais on ne sait pas exactement quel jour. Et donc, elle m'a accompagnée toute ma vie. Il y a quelques semaines, j'ai quand même fait un atelier d'écriture dans une classe. D'accord. Et j'ai demandé aux enfants avant d'acheter un cahier qu'ils aiment, un beau cahier, de le décorer et de l'amener en classe. Et le jour où je suis venue, j'ai lu un passage du journal d'Anne Frank et j'ai demandé aux enfants de commencer leur journal intime ce jour-là. Et c'était une cérémonie très émouvante. Et puis, j'ai donné des consignes et souvent, dans ma vie de professeur, j'ai vu qu'il suffisait de dire « Je veux l'originalité, je veux l'humour. C'est pas la peine d'écrire pour dire « je me suis levée, je me suis lavée, je suis allée à l'école ». Tous les détails. J'ai aussi lu une des introductions d'Augustin Trapenard à Boomerang, où il parle des petits détails qui font. Et rien que de l'exiger, de le demander, j'ai eu des merveilles de la part des enfants. Ah, ma mère a intérêt à acheter du beurre parce qu'il n'y avait plus de beurre. Et c'était devenu la littérature. J'étais très contente. Vous écrivez un journal intime tous les jours? Tous les jours. J'ai déjà écrit aujourd'hui la tragédie de la perte de la France. Bien sûr. On est quoi? On est mardi. On est mardi matin. Hier soir, la France a perdu. Quel rapport vous avez avec cette... alors peut-être pas intimité, cette vie couchée sur le papier comme une espèce de discipline. Pourquoi vous faites ça, en fait? D'abord, je me suis jamais posé la question. C'est une habitude de toute une vie, à partir de mes 7 ans. Vous devez avoir pas mal de journaux, si vous les gardez. Des cahiers. Ouais. Maintenant, je fais directement sur l'ordinateur. Et oui. Et pourquoi? Oui, par habitude, pour revivre, pour me recentrer sur les choses importantes qui se sont passées et pour partager, parce que mon journal intime n'est pas intime. Je l'envoie à tout le monde. L'intimité a une autre notion, quoi. Et c'est une façon de communiquer. Et s'il y a un jour où je ne l'envoie pas, tout le monde râle. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? Où tu es? Je l'envoie à mes petits-enfants aussi. C'est chouette comme ils commentent. Ouais. Alors, c'est une fabuleuse façon d'être en contact avec tout le monde. Complètement, ouais. Alors là, on parle des petits-enfants, on parle de la famille, mais il y a une notion qui est assez présente dans le livre, ce sont les amis qui sont devenus la famille, vous dites. Quelle est l'importance de ces amis pour vous dans votre vie? Quelle est l'importance de l'amitié? J'ai une culte de l'amitié, puisque je n'avais pas ma famille. Peut-être ce côté a été très développé. C'est un énorme investissement, les amis. Mon mari disait qu'il faut s'en débarrasser d'un ami avant d'entreprendre
autre. Un nouvel ami. Parce que c'est une entreprise. C'est du temps, c'est d'émotions, tu entreprends l'âme de quelqu'un. Vous êtes quelqu'un de pudique, vous, dans la vie? Oh non, je suis sans pudeur, sans censure, pas autant que ma sœur. Ma sœur est pire que moi. Mais je crois profondément qu'on est sur Terre pour partager nos secrets. Ça veut dire que vous n'avez aucun secret? Oui, il y a quand même des petits jardins secrets. Je ne suis pas vraiment arrivée à parler de la vie sexuelle intime avec des mots qu'il faut. J'ai pas essayé parce que c'est dans les livres pour enfants. J'ai écrit un livret érotique pour des jeunes qui s'appelle Touche-moi. Mais bon, si je mets le mot sexe dans un livre, les enfants sont très choqués. C'est vrai? Et j'explique que c'est pas un gros mot. Ouais. Mais oui, ça peut-être j'ai un petit coin de pudeur. On l'a trouvé. Oui. Alors, vous avez eu un premier mari, Jacques, qui était mathématicien. Le seul mari. Et qui est le sujet majeur de votre vie, vous dites? C'était mon premier et dernier mari. Oui, et du coup, aujourd'hui, il y a Georges qui vit en Suisse. Vous vivez à Nice. Comment vous envisagez le couple? Pas forcément le vôtre, mais le couple aujourd'hui. Oh, j'ai trouvé la formule magique, c'est de ne pas vivre ensemble, de vivre dans deux pays séparés, mais je pense que l'idéal serait dans la même ville quand même. De dîner ensemble quand on a envie, de voyager quand on a envie, et de ne pas avoir à subir la routine ensemble. Mais avec Georges, je sens que je pourrais vivre à plein temps avec lui parce qu'il n'y a pas de contrariété possible. On n'a pas des enfants à élever. On n'a pas un projet ensemble. Ouais. Juste de profiter du bon temps. Ce qui est pas mal en soi déjà. Ça serait bien pour un couple. Ça juste serait pas profiter mal. du bon temps. Mais bon, pour l'instant, on est bien. Je pense que mes petits-enfants adultes sont beaucoup plus intelligents qu'on était. D'abord, ils sont beaucoup plus autonomes. Par exemple, mon petit-fils vient regarder le match avec nous. Et je dis, et Marie, il dit, ah non, elle est avec des amis. C'était pas envisageable dans mon couple original. Quoique mes parents étaient très autonomes. Par exemple? Mon père jouait aux cartes 2 fois avec les copains, 2 fois par semaine. Ma mère avait une vie, voyait ses copines, sortait avec nous. C'était pas une famille vraiment traditionnelle. Oui, ça. Mais je suis content pour mes petits-enfants qu'ils ont trouvé. Ils vivent en couple, mais c'est le nouveau couple. Ouais, ça, les mentalités, les comportements, les quotidiens ont changé, tout simplement. Parmi vos exils, il y a tous ces gens qui ont gravité autour de vous et qui sont partis pour différentes raisons. Est-ce que vous parlez à vos morts, Suzy Morgenstern, à votre ami Jill, à votre mari Jacques? Ça m'a fait pleurer. Ah, non, faut pas pleurer. Oui, je parle beaucoup à Jill. Parce qu'on parlait tous les jours. Le moindre truc, Jill, c'était mon âme sœur. Et je pensais, avec le confinement, qu'est-ce qu'on aurait parlé? Et puis, elle riait de tout. Elle était très positive. Elle aurait trouvé des tas de bonheur dans le confinement. Elle me manque amèrement. Ouais. Et Jacques...
Je ne vais pas au cimetière, mais oui, je lui parle. Alors, changeons de sujet. C'est une bonne question. C'est la première fois qu'on me pose la question, est-ce qu'on parle aux morts? Ils sont là, nos morts. Alors, je le disais, changeons de sujet. Vous êtes un nom absolument incontournable de la littérature jeunesse en France. Je me souviens de la 6e moi-même quand j'étais petit. C'est votre maternité qui vous a le plus inspiré pour écrire aux enfants, ou c'est le fait que vous êtes resté vous-même avec cet esprit, disons, enfantin? Les deux. C'est les deux. Mais c'est certainement la maternité qui m'a orientée. J'étais toujours écrivain. Et puis, tu as un livre qui marche, tu fais un deuxième, et le succès engendre le succès, l'encouragement engendre le fait d'être encouragé, de savoir la confirmation que ça se passe bien. Ça se passe bien. En venant à Paris, j'ai lu les épreuves de 2 livres qui vont sortir, qui sont une réédition d'un vieux livre qui a été un très grand succès, qui s'appelle Joker. Et puis, 25 ans après, j'ai écrit la suite. Pendant le confinement, j'ai eu l'idée d'une suite de Joker et ça s'appelle Maître Joker. Et évidemment, c'est mon école idéale. Et j'ai lu ça et c'est pas très modeste, mais je me suis dit, mouah, tu es vraiment bonne. Tu es vraiment bonne pour ça. Suzy Morgenstern vient de s'embrasser la main. Mais pourquoi pas, hein? C'est parce que je ne peux pas m'embrasser sur la bouche. Mais tant mieux si vous trouvez que c'est bien déjà. Et j'écris avec une telle joie. Le livre que je suis en train de lire, je l'ai lu le début à ma petite fille ce matin. Et on rigolait tous les deux. Ça, c'est le livre en rime. Ah, ça, c'est le livre en rime, ouais. Que vous êtes en train... je sais à qui je vais proposer. Ce que j'ai dit par rapport à des rencontres, l'encouragement, je suis tellement contente à Iconoclaste que je vais proposer ce livre que je suis en train d'écrire à Iconopop. Ah oui, la collection de poésie qui a été créée par Cécile Coulon et Alexandre Bord. Il y a quelques temps. Mais je vois personne d'autre assez fou pour le publier. Donc ça, ce sont tous vos projets du moment, c'est ça? Oh non, c'est une fraction. Eh oui. Alors en ce moment, vous avez plusieurs actualités. Donc il y a Mes 18 exils chez l'Iconoclaste. Il y a La petite dernière chez Dargaud, c'est ça? Il y a les Hic du corps à l'école des loisirs. Il y a Perla et le mot magique et Perla fait la fête, qui est une nouvelle série chez Nathan, c'est ça? Et il y a quelque chose chez Thierry Magnier, il me semble. Oui, Non Agneau qui va être lu demain à la Comédie Française. Sympa. Oui. Si mon test PCR est négatif, je l'ai fait hier. Je vous le souhaite, parce que bon, ça nous embêterait. Et je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités et à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez des coups de cœur culturels un ou plusieurs à nous partager? Je viens de lire les 14 livres qui vont être lus demain à la Comédie Française, 14 livres de jeunesse. Je suis sûre que je serai la seule auteure qui aurait lu tous les 14 livres. C'est possible. Parmi ces livres, il y avait Marie Desplechin, Capucine, j'ai beaucoup aimé, et l'horreur, un garçon qui s'appelle Alexandre Chardet. Je peux pas vous aider. Qui a écrit tout un roman en vers. Alors le choc, un peu, quand tu rencontres un livre qui
qui prend ton idée. Ouais. Et j'ai vu aussi, j'ai commencé un livre qui s'appelle Le Club de lecture. Et puis j'ai vu une amie qui a écrit un livre sur les clubs de lecture. Oui. C'est, des fois, il y a des idées en l'air comme ça. Mais j'ai lu un livre sur une médecine japonaise qui s'appelle, je l'ai lu en anglais, The Square Frame of the Moon. Je suis même pas sûre du titre, de Véronique Lenormand. Et j'ai juste adoré, à compte-gouttes, je voulais pas le finir parce que c'est un récit de ses voyages au Japon où on apprend beaucoup sur l'auteur, sur sa vie personnelle. C'est presque une autobiographie. Ok, Véronique Lenormand. Et en même temps, il y a le Japon, c'est publié en France par Actes Sud. Mes 18 exils, c'est publié aux éditions de l'Iconoclaste. La couverture est réalisée par Bloch, précisons-le. Serge Bloch. Serge Bloch, ouais. Il y a beaucoup de Bloch. Beaucoup de Bloch. Et Suzy Morgenstern était mon invitée. Merci beaucoup, Suzy. Merci. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine. Si l'entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast par exemple, ça me fait toujours très plaisir. Et en attendant, on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.